Chagar. Merci. Je rappelle que vous êtes président de l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia. On va parler aujourd'hui de l'ingénieur, du profil, du statut, de la fonction, de sa responsabilité aussi au sein des différents écosystèmes économiques, à la fois nationaux, régionaux et internationaux. Mais ma première question, Abed Chagar, c'est les résultats de baccalauréat sont tombés. On est sur un taux de réussite de 57%, avant même les sessions de rattrapage. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il y a un vivier aujourd'hui de jeunes étudiantes et étudiants qui souhaiteraient devenir ingénieurs et regagner les écoles d'ingénieurs dans notre pays? D'abord, une première remarque. Je suis très heureux de voir que le taux de réussite a évolué d'une année à l'autre, entre l'année dernière et cette année. Plus 7% d'ailleurs entre les... C'est une bonne chose. J'imagine qu'on est en train d'approcher les taux normaux, je dirais, dans des pays émergents. Et c'est nécessaire d'ailleurs pour donner envie et espoir aux gens. Sinon, en parlant de vivier, moi je pense que le Maroc avait toujours un vivier de bacheliers qui pouvaient rejoindre les écoles d'ingénieurs. Donc il y en avait toujours beaucoup. D'ailleurs, les places dans les écoles d'ingénieurs sont largement inférieures à ce que proposait le baccalauréat en tant que bachelier. Je crois que le vivier est toujours là. Donc il n'y a pas de crainte à ce niveau. Donc en tout cas, pour vous, c'est un signal positif, un taux de réussite de 57%, c'est qu'on est en train d'être dans l'espèce de moyen des standards, un petit peu par rapport à notre niveau de développement, c'est ça? Oui, on les approche. On est un peu loin encore, mais on approche. En augmentant de 7 points, certainement, on a fait un bon pas. J'espère que ça reflète la réalité, tout simplement. C'est-à-dire? Non, j'espère que c'est un taux de réussite mérité et on n'a pas été un peu plus indulgent dans la correction de les notations. Mais je sais qu'il y a aujourd'hui un nouveau ministre de l'enseignement supérieur qui a quelqu'un, un monsieur à projet, un monsieur qui fait de bons travail, il y a de bonnes initiatives qui sont en cours. Donc je pense qu'on va dans la bonne voie. Est-ce que le métier d'ingénieur est toujours aussi attractif aujourd'hui pour les étudiants tout court et les étudiants marocains? Je vous parle de ça parce que pendant très longtemps, on sort d'une décennie où c'était la finance, devenir trader, voilà ce qui m'intéressait. Aujourd'hui, c'est créer une start-up, c'est plus élogieux, c'est plus valorisant. Donc du coup, est-ce que être ingénieur, c'est une ambition aujourd'hui de la plupart des étudiants? Moi, je pense qu'il y a toujours des métiers qui sont en vogue pour une période ou pour une autre. Mais il y a le métier d'ingénieur qui est structurellement intéressant. C'est-à-dire, on peut trouver sur un moment le métier de médecin, le métier d'architecte, le métier de... Aujourd'hui, c'est le digital qui est en train de l'emporter. Mais je pense que le métier de l'ingénieur, structurellement, c'est quelque chose d'intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, au Maroc, c'est toujours les bons bacheliers qui vont dans cette discipline, en général, qui sont acceptés. C'est-à-dire, il faut avoir quoi, 16, 17 de moyenne générale? Je ne peux pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des... D'abord, il faut suivre des spécialités particulières. Il faut être sciences mathématiques et des filières. Il faut après passer par les classes préparatoires qui ne sont pas faciles, qui sont très dures. Donc il faut que les gens quand même travaillent dur pour pouvoir réussir. Et après, ils sont exposés à un concours national, au concours de certaines écoles et même concours internationaux. Donc il y a toujours cette sélection qui fait que ceux qui arrivent au bout de la chaîne, c'est des gens de très bon niveau. Et quand ils décrochent leur diplôme d'ingénieur, ils se débrouillent en général, ces gens-là. Et l'ingénieur aujourd'hui a plus de chances. Pardon, allez-y. Oui, justement, comme vous disiez, les différentes étapes, une sélection, donc c'est très sélectif. Oui, il y a plusieurs sélections. Est-ce qu'il y a les filtres sociaux aussi? Cette sélection se fait sur la base de... Filtres sociaux, non. Heureusement d'ailleurs. C'est peut-être, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le filtre social n'existe pas dans la... C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est issu d'un milieu pas du tout. Favorisé qu'on ait un maximum de chances de regagner une école d'ingénieur? Non, pas du tout. Par contre, peut-être ce qui a changé depuis quelques temps par rapport à notre époque. Moi, j'ai eu mon baccalauréat en 1987. Peut-être, à l'époque, il y avait très peu de classes d'écoles privées. Il y avait aussi la notion d'Orsup n'existait pratiquement pas. Ça veut dire que le filtre social était complètement absent. Aujourd'hui, peut-être, le fait d'avoir les moyens, on peut aller dans une école privée, donc on peut avoir une formation meilleure que dans une école publique. C'est le même phénomène que l'école publique classique aujourd'hui, pour les écoles d'ingénieurs? Est-ce qu'on est sur une espèce de copier-coller aujourd'hui, ou pour penser en tout cas et avoir l'ambition d'avoir une bonne formation, je vais plutôt vers une école privée d'ingénieurs plutôt que l'école publique? Moi, je parlais au départ, mais oui. À l'arrivée, non. Au jour de l'arrivée, moi, je peux dire avec fierté que les écoles d'ingénieurs publiques sont toujours leaders au Maroc. Ça, c'est une certitude. On est encore préservé de ça que par rapport à d'autres pour l'instant. Oui. Pour l'instant. J'espère que ça va rester longtemps. J'espère que... Voilà, il y a des écoles d'ingénieurs étrangères qui s'installent. De plus en plus, il y a des écoles d'ingénieurs privées marocaines aussi qui sont en train de faire du bon travail. Mais je pense, et je ne suis pas le seul à le dire,
que pour l'instant, les écoles d'ingénieurs marocaines gardent le lead en termes de prestige dans la formation d'ingénieurs. Quand tu dis prestige, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire que c'est une formation de qualité. Qui forme les meilleurs ingénieurs du pays. pays. Les meilleurs, aujourd'hui, je peux le dire, sont issus sont des écoles d'ingénieurs publics, bien sûr. Et le privé? Non, il y a de bonnes écoles privées, ouais. mais l'avantage avec les écoles privées, il y a de bonnes écoles privées, ils ne sont pas très nombreuses aujourd'hui, mais c'est en train de se développer. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'attrait d'une école comme l'école Mohammedia, par exemple, est très important chez les bacheliers qu'une école privée payante au Maroc. Pourquoi selon vous? Qu'est-ce qui attire aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait l'attractivité? Vous avez cité l'école de Mohammedia. Par l'école Mohammedia, par exemple, j'en parle, l'école que je connais assez bien. Parce que d'abord, pour faire une formation d'ingénieur, c'est pas juste ouvrir des bâtiments et acheter quelques équipements et amener quelques professeurs. C'est des modules qui doivent être chevronnés, c'est des laboratoires qui sont adaptés, c'est un cours professoral de haut niveau. D'ailleurs, l'école Mohammedia a cette chance-là. Et c'est aussi l'avantage d'avoir un réseau de lauréats qui permettent d'accueillir les nouveaux lauréats de l'école ou de les accompagner pendant même leur cursus de formation. Mais est-ce qu'on a une idée un petit peu, si vous permettez, la tendance aujourd'hui des écoles qui produisent, j'ai envie de dire, entre guillemets, des ingénieurs dans le public et dans le privé? Parce qu'aujourd'hui, on produit par exemple combien d'ingénieurs chaque année? Je sais qu'il y avait l'ambition, avec le plan émergence, d'atteindre ces 10 000 ingénieurs. Oui, exactement. L'EMI, par exemple, l'école l'EMI aujourd'hui forme chaque année, une promotion de 450 à 500 ingénieurs qui sortent chaque année. Chaque année de l'EMI. Si on prend l'EMI, qui est l'école de référence. C'est l'école de référence. Donc 400. Vous m'avez dit tout à l'heure, moi je suis issu de l'EMI, promotion depuis les années 90. 92, exactement. En 92, l'EMI produisait combien d'ingénieurs? Il produisait 170 ingénieurs. Donc on en produit 2 fois plus aujourd'hui à l'EMI. Même un peu plus, je crois. Presque 3 fois. On est passé de 180 à 400. À 450 jusqu'à 500 ingénieurs. De votre promotion, petite question peut-être indiscrète et impertinente, est-ce que tout le monde est arrivé à trouver un débouché? Ma promotion? Oui, ma promotion, c'était... On avait l'embarras du choix. Il y avait l'embarras du choix. On avait l'embarras du choix. C'est pour ça que je vous pose cette question, je me doutais, que ce soit dans la fonction publique, la haute administration, on avait l'embarras du choix, c'était extraordinaire. Quand on sortait, on était convoités de partout, sans frimer. Moi, j'avais une dizaine d'offres, donc j'avais l'embarras du choix. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc moi, c'est pour faire le parallèle. Au début des années 90, Chagar avait la possibilité, avec tout le loisir de pouvoir partir en vacances, se dire, de toute façon, à la rentrée, je vais trouver un job. Aujourd'hui, sur les 440 lauréats qui sont formés chaque année à l'EMI, si on reste que sur l'EMI, il y en a combien qui arrivent à trouver un... Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, des statistiques? Nous, on suit un peu ça depuis les dernières promotions. Tous arrivent à se caser à terme. 100% de débouchés, 100% de vidés. Quasiment, 100%, 95, 98%. Mais, ce qui a changé, c'est, comme vous l'avez très bien dit, donc quand on sortait de l'école, au bout de quelques semaines, on savait où partir. On pouvait se permettre d'avoir des vacances et après, à la rentrée en septembre, on travaillait. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quelques-uns, une bonne partie, je dirais quand même, peut-être, on n'a pas les chiffres exacts, je n'ai pas envie de m'aventurer là-dessus. En tout cas, je peux dire une bonne moitié arrive à trouver boulot rapidement. Et l'autre peine à trouver du boulot, donc il lui faut 6 mois, parfois une année, parfois un peu plus, pour pouvoir être intégré dans le milieu professionnel. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le niveau de l'école Mohammedia a baissé, c'est parce qu'à l'époque, en 92, on avait 4-5 écoles d'ingénieurs. Dans l'école Mohammedia sortait la plus grande promotion en nombre. Donc en tout, sortait au Maroc quelque chose comme 400-500 ingénieurs. Le Maroc était en grand développement. Aujourd'hui, que les écoles d'ingénieurs publics, il doit y avoir facilement 2000 ingénieurs qui sortent. 2000 chaque année? Chaque année. Vous rajoutez à ça les écoles privées, des facultés, vous avez facilement 3500, 4000 ingénieurs. Donc, tout confondu? Je pense, c'est une estimation qui n'est pas exacte, donc ma propre estimation. Et aujourd'hui, il faut que l'économie marocaine soit capable d'absorber autant d'ingénieurs, justement, 4000, 5000 ingénieurs. Pourquoi le défi se pose aujourd'hui de décrocher un job et qu'il ne se posait pas dans les années 90? C'est l'adéquation offre-demande. Oui. D'abord, l'offre était... La demande qui était la demande des ingénieurs pour s'intégrer, pour l'intègrement du travail était faible. Je vous disais, on était 400-500. Mais l'offre était supérieure.
D'accord. Et là, aujourd'hui, ça s'est inversé. Au fil du temps, ça s'est inversé. Mais est-ce que ça veut dire aussi que si je fais une traduction qui n'engage que moi, une fois de plus, c'est que peut-être qu'à cette époque-là, et même précédemment, les écoles d'ingénieurs comme l'EMI, c'était essentiellement pour fournir des compétences à l'administration et à la haute fonction publique. Et aujourd'hui, il y a peut-être que l'État recrute moins, l'administration recrute moins aussi, et que c'est plutôt dans le secteur privé. Et que là, du coup, il y a une espèce de mutation que vous n'avez pas forcément, enfin quand je dis vous, les écoles ont anticipé. Est-ce que je fais de lecture qui tient la route ou pas? C'est une bonne lecture, qui n'est pas complète, mais c'est vrai. Parce qu'à l'époque, le public embauchait beaucoup, donc les ingénieurs étaient recrutés. Il y a des administrations, par exemple l'administration fiscale découvrait les ingénieurs, par exemple. À ma sortie de l'école, le milieu des assurances découvrait les ingénieurs. Ils étaient recrutés en masse. Plusieurs ingénieurs dans plusieurs compagnies d'assurance. Aujourd'hui, d'ailleurs, je peux vous citer quelques noms qui sont devenus des directeurs généraux. Ils ont évolué. Certainement, l'administration recrute moins. En tout cas, moins par rapport au volume, je dirais, d'ingénieurs qui sortent des écoles aujourd'hui. Donc, le privé tout seul, aujourd'hui, peine un peu quand même à résorber le manque. Peine un peu à résorber. Chagar, excusez-moi de vous interrompre. Peine ou c'est pas forcément les formations et les profils des nouveaux lauréats qui arrivent sur le marché qui sont adaptés et qui répondent aux besoins de l'entreprise? Non. Est-ce qu'il n'y a pas cette forme d'inadéquation aussi? Vous savez, on est en train de dire beaucoup de choses en même temps. J'espère que les auditeurs arrivent à nous suivre. Mais juste pour cadrer un peu le dialogue, non, il y a un peu de tout. D'abord, en nombre, certainement l'École nationale a du mal à absorber aujourd'hui 4 000, 5 000 ingénieurs. Maintenant, pas seulement une question de formation. Il n'y a qu'à voir les créations de postes ces dernières années et le problème qui se pose, d'ailleurs, chez certains diplômés, pas forcément ingénieurs, mais beaucoup moins les ingénieurs que les autres, mais que ça se pose. Maintenant, il y a la question que vous posez à l'instant qui est très intéressante, c'est la formation de l'ingénieur. La formation de l'ingénieur doit naturellement évoluer en fonction des besoins de l'économie marocaine qui aussi évolue. Ça, c'est naturel. Je peux vous dire que les écoles d'ingénieurs s'adaptent, en tout cas l'école Mohammedia que je connais assez bien, s'adapte, donc il y a des changements, il y a des remises en cause des modules qui sont enseignés. On est, par exemple, à l'école Mohammedia, je sais que la direction de l'école, avec le corps professoral, sont en train d'injecter 3 éléments majeurs qui aujourd'hui doivent quand même caractériser quel que soit ingénieur, quel que soit le métier. D'abord, le digital, aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui être ingénieur sans être dans le digital, quelle que soit sa formation, quelle que soit sa spécialité. Le deuxième élément, c'est l'entrepreneurship. Il faut être capable aussi de créer sa propre entreprise, ne pas attendre juste le salarié qui va vous permettre de vivre. Et le troisième élément, je finirai sur celui-là, c'est le développement personnel. Donc on est en train aujourd'hui, parce que à l'époque, vous êtes en train de coacher les nouveaux lauréats sont coachés? Aujourd'hui, on va plutôt dans les métiers de service, on va plutôt dans le consulting, etc. Parce que l'économie aussi, après ce virage-là, la tertiarisation, naturellement, c'est ça, en fait. Exactement. Et donc il faut suivre. Et là, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir faire des pitchs, il faut pouvoir tenir des réunions qui n'étaient pas nécessairement la formation de base initiale d'un ingénieur il y a 20 ans ou 30 ans. Qui était la rationalité, qui était celui qui pensait... Plutôt technique, plutôt le laboratoire, plutôt les machines. Est-ce que là, c'est pas difficile aussi pour une nouvelle génération de s'adapter à ce nouveau logiciel? Non, le logiciel, parce que je dirais, c'est des paramètres qui doivent entrer dans le logiciel, ça doit fonctionner pour donner un résultat. Mais le logiciel doit être conçu, mis en place par les personnes qui sont responsables de la formation d'ingénieurs. Et je vous disais à l'instant que, par exemple, au niveau de l'école Mohammedia, c'est quelque chose dont ils sont très conscients, qui sont d'ailleurs aujourd'hui travaillent dessus. Justement, parce qu'en préparant votre venue, parce que je travaille tout ce week-end, mais avec plaisir, c'est qu'il y a un chiffre qui m'a alerté, qui m'a interpellé. J'ai dit, Chagar, quand il sera là lundi, je vais lui poser cette question. Est-il vrai que 50% des entreprises, des diplômés, sont embauchés majoritairement par les entreprises étrangères au Maroc? Ingénieurs. Il y a une forte proportion aujourd'hui sur les 3500 ingénieurs formés chaque année, ce que vous disiez, tout secteur confondu, public et privé, c'est que 50% d'entre eux sont essentiellement recrutés dans des entreprises étrangères installées au Maroc. Je ne peux pas vous confirmer ce chiffre. Mais par contre, je sais, par exemple, Peugeot va démarrer bientôt l'année prochaine, je crois à partir de janvier. Je sais qu'ils ont fait un programme d'embauche très important d'ingénieurs. Tant mieux. Mais dans le secteur de l'aéronautique aussi. L'aéronautique, Renault aussi. L'industrie également. L'OCP qui a créé quelques JV filiales, et ils ont embauché plein d'ingénieurs. Je sais par exemple au niveau de Jacobs, il y a
pratiquement 2000 ingénieurs, par Ça exemple. veut dire que la tendance aujourd'hui, c'est je fais mon école d'ingénieur, je sors de mon école d'ingénieur, c'est le privé aussi. Aujourd'hui, il y a les opportunités. Est-ce que c'est ça Principalement. C'est le message aussi qu'il faudrait faire passer aujourd'hui, que vous souhaitez faire passer aujourd'hui. Je dirais que c'est la normalité. C'est la normalité. Je pense qu'un ingénieur ne doit pas privilégier plus le fonctionnariat, je m'exprime ainsi, que le privé. Au contraire, c'est le privé, on peut s'épanouir en général. C'est le privé, on peut beaucoup apprendre, on peut apprendre très vite, et on pourrait devenir très très rapidement entrepreneur quand on a l'ambition et les compétences. Donc c'est plutôt on braque tous les projecteurs sur le privé lorsqu'on est, on est lauréat d'école d'ingénieur, c'est une chose. Deuxième chose aussi, à l'échelle du pays, l'orientation politico-diplomatique aussi influe aussi sur la formation et sur les nouvelles compétences, pour répondre à l'économie nationale, aux besoins de l'entreprise, mais également peut-être pour nous aujourd'hui, sur cette dimension régionale africaine. Est-ce que là-dessus, on est positionné, on est prêt? Il y a des écoles d'ingénieurs françaises et peut-être anglo-saxonnes demain et certainement chinoises après-demain qui risquent de s'installer au Maroc, hub régional en matière de formation d'ingénieurs pour le continent africain, parce que c'est un vivier aussi pression démographique, de plus en plus d'étudiants du supérieur. Est-ce que là, il y a aussi une vision, une appréciation de la chose, une anticipation surtout, sur le Maroc aussi, qui pourrait jouer un rôle aussi à ce niveau-là ou pas du tout? Le Maroc peut jouer un rôle très important à ce niveau-là, vous avez raison. Ça commence déjà. L'INSA, par exemple, l'INSA, un grand groupe scolaire français, sont déjà installés à Fès. Oui. Dans cette optique-là, optique Afrique, c'est pour ça que je vous pose la question. Beaucoup d'Africains là-bas. Ouais. L'école Mohammedia a formé, par exemple, depuis sa création en 1959, plus de 9000 ingénieurs, dans presque 500 Africains. Quand je dis Africains, nous sommes Africains aussi. Oui, je parle d'Afrique subsaharienne. Juste un peu, l'EMI, donc l'école marocaine des ingénieurs. L'école Mohammedia des ingénieurs. Voilà, qui a été créée en 1964, me semble-t-il de mémoire. En 1959. La première promotion est sortie en 64. Voilà, donc 64, première promotion, on est en 2018. Nous, on l'appelle l'école des Trois Rois, parce qu'elle a été créée par feu Sa Majesté Mohamed V. Oui. La première promotion a été suivie et sortie à l'époque de Sa Majesté Hassan II. Et actuellement, on est avec le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Donc première promotion en 1964, à cette dernière promotion en tout cas de l'année, 2018, puisque nous sommes en 2018. Jusqu'en 2017, on a formé pratiquement 470 ingénieurs. Donc ça fait un volume étrangers. Entre 9000 et... Non mais le volume global d'ingénieurs formés... Plus de 9000. On approchera à quelques dizaines près, 10 000 ingénieurs cette année. D'accord. L'Afrique, on fait comment par rapport à ça? Est-ce qu'on laisse, bien sûr, est-ce qu'on laisse les écoles étrangères d'ingénieurs faire le job, prendre des positions et prendre des places? Ou est-ce que l'école d'ingénieurs marocaine est positionnée, compte se positionner? Non, je pense qu'on doit... On le fait déjà, peut-être pas suffisamment, mais je pense que les écoles marocaines pour le rôle africain que le Maroc veut jouer, ont l'obligation d'accueillir plus d'ingénieurs d'Afrique subsaharienne. Voilà, pour leur formation, pour pouvoir demain avoir des lobbies, pour avoir des connexions, etc. Les MI qui seraient implantés dans l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone. Je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Moi, je n'ai pas pensé beaucoup à la question. De prime abord, moi, je ne pense pas à l'école polytechnique en France et d'installer qu'en France. Ou d'autres écoles. Voilà. Je sais pas par contre, attirer plus d'ingénieurs, je peux vous dire, par exemple, il y a pas mal d'ingénieurs émistes. Il y a un manager émiste qui était à un moment Premier ministre mauritanien, par exemple. C'est l'avantage d'accueillir des... On peut faire une école d'ingénieur et devenir Premier ministre. Oui, bien sûr. Et devenir des ministres au Maroc. Dans le gouvernement actuel, comme dans le gouvernement précédent, il y a pas mal de ministres qui sont émistes, par exemple. Sharafat Safilel, qui est secrétaire d'État. En charge de l'eau. Voilà. Mounia Bousta aussi. Oui, parce que vous avez succédé à Mounia Bousta, qui est aujourd'hui ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération. Mais sur l'Afrique, je vous dis ça parce que la pression démographique, vous le savez mieux que moi, elle est la plus forte du continent, elle est en Afrique. Donc on passerait, j'ai vu, de 9 à 30 millions d'étudiants dans le supérieur en Afrique, africains. Donc je me dis, c'est un boom énorme, une forte croissance. Et je me dis, voilà, est-ce que là, du coup, nous, en tant que Marocains, on se dit, voilà, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on laisse les autres y aller? Moi, dans l'absolu, je pense que le Maroc doit y aller. Il a un rôle à jouer naturel. Aujourd'hui, on cherche le leadership continental sur plusieurs domaines. Oui. On l'est d'ailleurs aujourd'hui, alhamdoulilah. Les engrais, ce qui fait aujourd'hui par l'OCP est extraordinaire. Dans les télécoms, dans les ciments, dans l'assurance, dans quelques industries, dans les logements. Dans l'économique, il y a un travail qui est très intéressant qui se fait et qui est fait. Maintenant, dans l'enseignement, vous avez complètement raison, je vous rejoins complètement. Il y a un rôle important, majeur, stratégique. C'est peut-être aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut le jouer, naturellement. Et en accueillant
voilà, des élèves ingénieurs et autres africains. Pourquoi c'est intéressant de les accueillir dans les écoles d'ingénieurs? Parce qu'en général, comme chez nous d'ailleurs, en Afrique, c'est ceux-là qui, en investissant dans ces élèves ingénieurs aujourd'hui, ceux-là, ils ont plus de chances demain de devenir justement ministre, directeur de banque centrale, ce genre de choses. Donc on aura demain des relais, des lobbies locaux qui peuvent nous aider justement à réussir ce rapprochement maroco-africain. Ça, ce serait la première stratégie. Et la deuxième stratégie aussi, c'est peut-être d'avoir des écoles. Je crois que ça commence. Je crois qu'il y a des écoles privées marocaines qui ont franchi le pas. Je crois qu'il y a des écoles marocaines privées qui ont franchi le pas. Je crois que l'ISCA, soit ils les ont franchi le pas, soit qu'ils y pensent. Je crois l'ESCA aussi. Je crois que maintenant, c'est une politique nationale. Il faut réfléchir au pour et au contre. Je ne peux pas me prononcer là-dessus aujourd'hui. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça, c'est une donnée structurelle, c'est que les étudiants dans le supérieur en Afrique, ça va passer de 9 millions à 30 millions à l'horizon 2030. Donc 2030, c'est grand. Donc je me dis, effectivement, il y a aussi un vivier. Moi, ma question aussi, c'est l'ingénieur aussi, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans l'école d'ingénieur ou qui souhaiteraient intégrer cette école-là sur l'innovation numérique, digitale. Vous avez fait référence à des modules un peu spécifiques. Voilà, c'est quoi? Est-ce que l'ingénieur aujourd'hui, il a cette capacité aujourd'hui à pouvoir s'adapter à différents métiers, à manager, ce qui n'était pas forcément quelque chose qui lui était dû il y a quelques années. Donc voilà, ce profil portrait robot un petit peu de l'ingénieur. Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'école Mohammedia, j'ai dit, il y a une grande prise de conscience concernant cela. Maintenant, parlons de la formation d'ingénieur général. Ce que j'ai envie de dire, c'est un message à donner que j'ai répété dans quelques conférences où j'ai eu le plaisir d'animer. C'est qu'il faut aussi que l'élève ingénieur change de paradigme par rapport à ce que nous, on était à l'époque. Nous, il y avait très peu de numérique. Moi, quand je suis sorti de l'école, c'est en 92. Et vous n'aviez pas de smartphone, par exemple? Le premier nœud Internet au Maroc, qui était d'ailleurs à l'école Mohammedia, était en 93. Donc, c'est vraiment après notre sortie. Donc, nous, c'était normal d'aller chercher à la bibliothèque, d'attendre d'avoir des cours magistraux pour apprendre, etc. Aujourd'hui, il faut être proactif. Il faut que la personne cherche. On a aujourd'hui l'Internet. C'est colossal. On peut apprendre, on peut challenger, on peut faire des expériences, on peut rentrer dans des forums, on peut lire sur Internet. Tout est gratuit quasiment aujourd'hui. Il faut que l'élève ingénieur développe de l'anticipation, de la proactivité, et n'attend pas et considère par exemple le cours magistral à quel assiste ou les travaux pratiques qu'il va faire, c'est juste une application réelle de ce qu'il a déjà appris ou peut-être plus largement. Je crois qu'aujourd'hui, nous, quand on sortait de l'école il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas une grande différence entre nous en termes de formation. Aujourd'hui, je crois, il y aura une grande différence entre les lauréats d'une même école, d'une même classe, parce que l'un, il a été proactif, il est parti chercher de l'information, apprendre en permanence, et l'autre s'est résigné à ce qu'il a eu dans le... C'était cantonné un petit peu sur sa formation initiale. Voilà. Et là, le digital trouve toute son ampleur, et on peut apprendre beaucoup de choses. Donc on peut dire aussi le profil d'ingénieur aujourd'hui au défi de l'innovation et de nouvelles technologies. Ça change. Je veux dire, quelqu'un qui se débrouille, quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui cherche de lui-même, n'attend pas qu'on lui ramène l'information ou l'explication. Cette idée reçue aussi chez l'ingénieur, c'est un peu je sais tout, tu ne sais rien. Aujourd'hui, c'est faux dans tous les domaines aujourd'hui. Voilà. D'accord. Même le spécialiste, il maîtrise peut-être le point précis dans lequel il est spécialiste, mais tout le reste... Parce qu'on vit effectivement dans les économies, quasiment. Dans les sociétés hyper naturellement, ça change tous les jours, il y a des évolutions, des inventions tous les jours. On a tous à apprendre tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Très bien. Donc j'ai rappelé, parce que je vous ai présenté initialement parce que vous l'êtes, président de l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia. Grosso modo, votre rôle et fonction, vous faites quoi dans cette association? Voilà, j'ai vu un petit peu en préparant l'émission votre plan d'action lorsque vous avez été élu en octobre 2017. Tout à fait. C'est à Mounia Bousta. Voilà, aujourd'hui, ça va bientôt faire un an que vous êtes président de cette association. C'est quoi cet objectif et vocation de l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia? Donc, juste pour rappeler rapidement, donc l'école a été créée en 1959. L'association, l'AEM, l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia, a été créée en 1964 par la première promotion qui est sortie de l'école. Donc il y avait une quarantaine de personnes, je dirais, éclairées qui ont eu le réflexe de la créer dès leur première sortie. Aujourd'hui, il regroupe plus de 9000 ingénieurs. Les émistes, alhamdoulilah, heureusement pour nous et même aussi pour le Maroc, ils sont dans tous les domaines, ils sont
dans des postes de ministres, des postes de directeurs généraux d'entreprises publiques, plusieurs entreprises publiques, directeurs généraux d'entreprises privées. Chez vous, un de nos amis, c'est les directeurs généraux adjoints. Et dans tous les domaines. Donc vous êtes partout. Donc pour le réseau, le réseautage, le networking. Le réseautage, peut-être ne fonctionne pas comme on le souhaite, mais aujourd'hui, il devrait fonctionner pour l'intérêt, pas individuel, mais pour l'intérêt collectif, qui soit celui de l'association ou celui du Maroc. Mais pour parler de l'association, nous avons la chance d'avoir une association très sérieuse. Aujourd'hui, nous avons quasiment ce qu'on appelle un conseil national, un bureau national que j'ai l'honneur de présider. On a des bureaux régionaux qui sont très actifs, à Casablanca, à Rabat, à Marrakech, dans toutes les régions. Et on a un bureau Europe, il y a un bureau à Amérique du Nord. Hier, j'étais au téléphone avec son président. Et on a un bureau, depuis l'année dernière, on a un bureau à Afrique. Donc, parce qu'on est présent beaucoup en Afrique, on est présent en Europe aussi. Et ce que nous faisons, par exemple pour le mandat qu'on a aujourd'hui, on a 4 objectifs principaux. 2 qui concernent la formation de l'ingénieur et la formation des lauréats, donc pour leur apporter plus de soft skills, plus de qualité dans leur développement personnel. Et le deuxième, c'est pour l'entrepreneurship. On a fait pas mal de choses. Juste sur le développement personnel, est-ce qu'on est sur les choses extrêmement basiques, Chagar, c'est-à-dire savoir se tenir, savoir converser? Non, plus que ça. Ouais. Ça, on le fait déjà. Donc, par exemple, dans ce cadre précis. Ouais. Donc, je disais 4 objectifs. Maintenant, on va zoomer dans le premier, qui est les soft skills. D'abord, on accompagne les lauréats qui ont des difficultés à s'insérer dans le milieu du travail. On les accompagne. D'accord. C'est du tutorat, du mentoring et du tutorat pour pouvoir les aider à mieux réussir aux entretiens, à mieux leur faire le CV. Ça, on le fait. On le fait pour ceux qui le sollicitent. Mais aussi, on accompagne les gens pour qu'ils puissent justement développer des compétences de communication, des compétences de remise en cause, de compétences de coaching. Et nous avons animé des séminaires à Casablanca, à Meknès, à Rabat, pour les lauréats, par exemple. Mais aussi, on a animé des conférences à l'école pour les élèves ingénieurs. Par exemple, on a une conférence qui a été une grande réussite pour ceux qui vont sortir en 2018. Donc, on les a reçus dans une conférence de 150 personnes pratiquement, pour leur permettre de faire en sorte que leur projet de fin d'études soit le tremplin vers le milieu professionnel. Parce que ne pas en voir dans ce projet, c'est juste une note pour réussir à l'école, mais c'est l'occasion peut-être de faire un bridge pour se connecter avec le milieu professionnel. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est l'entrepreneurship. Là aussi, on a fait beaucoup de choses et on fait beaucoup de choses. Nous avons l'ambition de permettre à tous les ingénieurs qui pensent à l'entrepreneuriat de les aider. Il y a beaucoup ce qu'on appelle, nous, les wannabes. Leur propre structure, leur entreprise. Leur faciliter le passage, la transition du salariat à l'entrepreneuriat. Nous pensons que c'est bien pour eux, mais c'est bien pour le Maroc aussi. Ça, c'était inimaginable il y a 10 ans encore. Même 5 ans. Quand on sortait de l'école, 100% étaient dans le salariat, par exemple. Ouais. On ne pensait pas du tout à l'ancienne entreprise. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Et l'État, il faut le reconnaître, il faut être objectif. Encourage dans ce sens. Et positif, encourage. Et il y a beaucoup d'incentives qui ont été lancés ces dernières années. Donc ça, c'est les 2 premiers objectifs. Notre troisième objectif, c'est nous voulons mettre en place une plateforme digitale pour le réseau des émistes qui sera prête avant la fin de l'année. Donc c'est un site web très moderne, mais surtout une application mobile qui sera accessible au public, mais donnera un accès privilégié aux émistes. Ils pourront voir les activités qui sont organisées, les événements qu'on a organisés, s'y inscrire, pouvoir faire des demandes, pouvoir se connecter, etc. Donc ça permettra... Donc une interconnexion. Voilà, l'interconnexion. Avec retour d'expérience aussi des uns et des autres. Avec le demande de tutoring, monitorat, les gens qui veulent faire, etc. Et avec des vidéos, tout ce qui va avec. C'est une vraie communauté que vous avez. Une vraie communauté, donc ça sera vraiment le socle de cette communauté avant la fin de l'année, avant la fin 2018. On a déjà signé le contrat avec l'entreprise qui nous accompagne et quelque chose qui est en cours de développement. Et le 4e objectif, je finirai sur celui-là, c'est on a envie de contribuer dans le développement de notre pays. Donc nous voulons créer un think tank de l'association des ingénieurs Mohammediens, IEM Think Tank. L'objectif, c'est de réunir des chercheurs, parce qu'on en a dans l'école, à l'association, des directeurs généraux, et réfléchir aux dossiers stratégiques du Maroc. Modèle de développement économique. C'est la des actualités. Modèle de développement tout court d'ailleurs. Bien sûr. Mise en œuvre, régionalisation, tout à fait. Énergie renouvelable. Énergie renouvelable, tout ça. Et proposer au pouvoir public une feuille de route ou un livre blanc suite à des réflexions qu'on mènera nous au sein de notre think tank. C'est quelque chose qu'on démarrera en 2010. Des démarche citoyenne aussi de devoir, responsabilité. Et nous le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on le fait, par exemple, vous avez parlé des démarches citoyennes et ça m'intéresse de le préciser. Le bureau régional de Casablanca a mené un travail avec la mairie de Casablanca, par exemple, sur le plan de développement de Casablanca. On a invité le vice-maire, on a tenu des ateliers, des réflexions, et on a fourni à la mairie de Casablanca des propositions pour améliorer le plan de développement de Casablanca.
Et on a fait la même chose avec la mairie de Rabat. Donc c'est des choses que nous faisons. Chaque bureau régional le fait dans son périmètre pour pouvoir rapporter nationalement. Donc ça, c'est la tâche sur laquelle vous êtes aujourd'hui, là? Bien sûr. Le développement. Et moi, est-ce qu'aujourd'hui, l'université publique, parce que le privé, encore, il y a limite, il y a des questions pécuniaires, c'est aussi le réceptacle d'une véritable mixité sociale, à tout point de vue, dans ce là parce que vous êtes en train de réfléchir à ce Maroc d'aujourd'hui et de demain, donc avec toute la matière grise, des profils un peu différents, vous l'avez dit depuis le début de l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, la mixité sociale, qui peut poser problème, d'ailleurs, on le voit ici et là dans notre quotidien, dans nos de vie, est-ce qu'aujourd'hui, la mixité sociale, c'est une réalité? Aujourd'hui, c'est une réalité, mais qui risque de ne pas rester longtemps vraie. Ah bon? Voilà. Elle est menacée? Elle est menacée, non, mais en tout cas, il faut juste faire attention à cela. Moi, je pense qu'il y a cet avantage qu'offre aujourd'hui l'université au Maroc, qui permet d'accueillir tout le monde, de toutes les classes sociales, ne pas en faire le privilège demain de certains nantis au détriment des couches sociales. L'école publique a permis à beaucoup, dont moi par exemple, de réussir dans leur vie parce qu'elle a été un vrai ascenseur social. Quand vous dites dans moi, est-ce que c'est pertinent ou impertinent de vous demander est-ce que vous êtes issu vous-même avec ce regard de milieu social modeste? Moi je suis quelqu'un issu d'un milieu très modeste, je dirais. Je le dis avec beaucoup de fierté. Je suis fils de Haïm Mohammadi, donc voilà. Et l'école publique m'a permis, comme m'a permis à d'autres, fort heureusement, de pouvoir transcender les handicaps, je dirais, pécuniers, etc., pour pouvoir réussir. Donc j'ai fait l'école publique de bout en bout, hein, dans l'école primaire, le collège, le lycée, l'école d'ingénieur et même une formation supérieure en management. Tout le circuit. Voilà. Et on est plusieurs comme ça. Aujourd'hui, je pense que l'université, aujourd'hui, le permet toujours, fort heureusement. Mais maintenant, il est un peu parasité par deux phénomènes. Je prends quelques risques en disant cela, mais je le dis, je l'assume. D'abord parce que aujourd'hui, quand on a les moyens, on peut se permettre d'aller dans des écoles privées qui donnent les mêmes diplômes reconnus. Et donc, naturellement, on se retrouve après sur... Donc, il faut faire attention. Il faut doter l'université publique des mêmes moyens qu'à l'université privée. C'est pas facile, ça. Oui, d'accord, mais ça c'est l'enjeu des décideurs en place pour justement préserver ce que vous disiez, justement, permettre d'être un vrai réceptacle qui donne une chance, parce que pas seulement un réceptacle, parce que ça il peut l'être, mais surtout leur donner de l'envie de réussir et une fois diplômé de pouvoir réussir. Ça c'est la première chose. Je ne suis pas contre les universités privées, au contraire pour moi c'est des challengers, heureusement qu'ils sont là. Mais c'est des challenges d'abord pour les publics, pour qu'ils puissent pour évoluer et puissent être supérieurs. Ils doivent rester supérieurs par rapport à toute formation qu'ils font au Maroc. Et deuxième élément très important, il faut, je suis de ceux qui demandent à ce que la formation soit toujours gratuite de A jusqu'à Z. Il faut faire attention parce qu'on entend à droite et à gauche qu'on veut faire payer les élèves dans les universités, on va payer un peu les lycées. Faire une cotisation en tout cas, que ce ne soit pas gratuit. Parce que quand c'est gratuit, on aurait tendance, et c'est humain et naturel. J'ai peur qu'on tombe dans le même piège dans lequel on tombait avec la compensation. Ouais. Qu'on instaure des choses, qui sont mal instaurées, ça s'éloigne de son objectif initial et on crée d'autres problèmes. S'il y a un système complet où on maîtrise tous les paramètres, on veut mettre en place étape par étape, marhaba. Mais si on va instaurer sauvagement le paiement, moi je pense que c'est dangereux. Je crois on peut se permettre d'aller chercher l'argent ailleurs. Laissons l'école publique ce qu'elle est, cette qualité-là, qui encourage aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas. On disait on était très heureux du taux de 57%. On oublie 43% qui n'ont pas réussi. C'est énorme. C'est énorme. Et on oublie ça, et puis ces 43%, ils vont devenir quoi? Bien sûr. Et si je vous dis simplement, en finir un peu là-dessus aussi, en préparant toujours l'émission, je me suis dit, la Chine, je suis tombé sur un chiffre, la Chine qui produit chaque année 1 million d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'on doit se dire? C'est la Chine qui s'est réveillée, la Chine envahisseur, la Chine qui même si effectivement, initialement, peut-être qu'il soit à ce niveau de développement, l'ingénieur c'était avant tout pour construire des routes, des autoroutes, des ponts et autres, mais voilà, 1 million d'ingénieurs par an, c'est énorme. Beaucoup plus que les États-Unis. Hein. C'est énorme, mais vous savez, on parle d'une autre dimension. On parle d'une dimension. Quand on voit le PIB de la Chine, c'est je crois, dans les 12 000 milliards de dollars. Nous, on est 120 milliards. Je vous laisse la comparaison, donc on peut même extrapoler.
1 million pour une économie qui fait au moins 7% de croissance. Vous savez que c'est 7% de croissance? C'est que chaque année, ils font peut-être l'Afrique, le chiffre d'affaires de l'Afrique en croissance. Donc c'est quelque chose de colossal. C'est normal de faire autant d'ingénieurs. Mais la Chine ne fait pas que ça. Je peux vous dire, moi, j'étais aux États-Unis il y a quelques années, en visite. Le nombre de Chinois aujourd'hui qui intègrent les écoles d'ingénieurs aux États-Unis, il est en évolution constante. Le nombre de Chinois aujourd'hui qui rentrent dans des écoles françaises pour faire la formation d'ingénieurs, ils sont en croissance incroyable. La Chine est en train d'envahir le monde de différents moyens. C'est plus la Chine aujourd'hui. Y compris par la case ingénieur. Naturellement. Et donc on les retrouve partout. Et aussi, j'ai vu que l'administration Obama aussi avait injecté depuis 2008-2009 énormément d'argent. On parle entre 30 et 40 et 50 milliards de dirhams chaque année pour produire des ingénieurs formés, en fait 10 000 ingénieurs formés chaque année. Donc, aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Sachant que les universités américaines tournent avec des budgets. Vous ne pouvez pas imaginer qu'ils dépassent largement ce que vous dites. Hein. Ouais. Des budgets de 3 milliards, 4 milliards de dollars. Hein. Mais là, c'est quoi? C'est formation pour répondre à des besoins spécifiques de l'entreprise? En Amérique, la formation d'ingénieur, c'est une institution. C'est quelque chose qui date depuis des siècles aujourd'hui. C'est une réputation. D'ailleurs, c'est très simple. Il n'y a qu'à voir le classement international. Dans les top 10, vous avez plus de la moitié, c'est des écoles américaines. Et même des Chinoises aujourd'hui s'églissent. S'églissent tout à fait. Y compris via la lucarne, si je puis dire, de l'innovation aussi. Bien sûr, exactement. Ahmed Chagar, merci beaucoup. Merci à vous. Ce débat très lucratif, très intéressant, très instructif. En tout cas, j'en suis intimement convaincu pour celles et ceux qui écouteront et qui vous écouteront. Merci Ahmed Chagar. Je rappelle que vous êtes président de l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia, avec qui on a fait tout un panorama du statut d'ingénieur, de la fonction et de la responsabilité de l'ingénieur d'aujourd'hui et surtout de demain. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.